L'inspecteur Duchemin lit au juge les mémoires d'Alexis Vindon, assassiné il y a 10 jours dans les bureaux de son journal. Vindon, né coréen, était un maître chanteur cynique. Son corps a été laissé méconnaissable, une fin brutale pour un homme aux activités obscures. Dans son journal, il n'épargne personne et accuse directement Pierre Delforge, un journaliste pourtant irréprochable, de vouloir l'assassiner. Le juge et l'inspecteur sont tourmentés. Envoyer ce jeune homme à la guillotine alors qu'il crie son innocence semble une erreur judiciaire. Pour tenter de le sauver, ils décident de lire le journal à haute voix devant Pierre et sa fiancée, Chantal Rivière, présumée complice. Ils espèrent qu'un détail, un seul élément caché dans ces écrits cyniques, pourra enfin les innocenter et révéler la vérité. Une course contre la montre commence dans l'ombre de la justice. La vérité sur le meurtre d'Alexis Vindon est-elle dans ces pages? J'ai toujours été tenté par le démon d'écrire, mais la prudence me poussait autrefois à brûler tout ce que j'écrivais pour sauvegarder mon existence. Or, voici qu'au contraire, la même prudence me pousse aujourd'hui à préserver pour la postérité un compte-rendu précis de mes dernières entreprises. En effet, j'ai dû, pour survivre, commettre quelques imprudences et me suis attiré la haine de gens parfaitement capables de me tuer comme un chien. S'ils me tuent, je veux au moins qu'il soit châtié. Je sais que ce sera fait, même si mon assassin est un être pour lequel le tribunal éprouve plus de sympathie et d'indulgence que pour moi, ce qui est certain. Je m'excuse humblement auprès de ces juges du pénible cas de conscience qu'ils devront débattre avant d'envoyer à l'échafaud un de leurs semblables, auxquels ils pardonneront volontiers dans le fond de leur cœur d'avoir tué la fripouille que je suis. Mais c'est bien à l'échafaud qu'il faudra pourtant l'envoyer, pas aux simples travaux forcés. Car il y a préméditation, et je le prouverai. Les magistrats français le reconnaîtront. Je leur fais entière confiance, noblesse oblige. Ils sauront vaincre leurs préférences sentimentales afin que justice soit faite. Sinon, où irions-nous? Votre opinion sur cette entrée en matière, monsieur le juge? C'est effarant. Ce type avait l'humour purement démoniaque. À moins qu'il n'ait été complètement fou. Fou? L'hypothèse serait à retenir seulement. Voilà. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous juge d'instruction et moi policier, c'est que le nommé Alexis Vindon, dit Vindon, né coréen et domicilié à Paris, se soit bel et bien fait assassiner comme il leur doutait en écrivant ces lignes. Ce qui nous concerne, c'est que l'auteur de ces étranges mémoires ait été abattu il y a 10 jours dans un bureau du journal qu'il administrait. 3 balles de 11 mm, excusez du peu, lui ont emporté les 3/4 de la physionomie et ont servi de point final à son invraisemblable manuscrit. À moins qu'il ne s'agisse seulement de 3 points de suspension. Voyez-vous, Duchemin, à vous entendre lire ce journal, j'éprouve un peu le malaise qu'on ressent en découvrant un nid d'hirondelle dans son assiette. Pourtant, cet homme m'impose la conviction qu'il est sincère. Je n'ai jamais entendu personne confesser autant d'infamie. Après de pareils aveux, on ne voit pas très bien ce qui pourrait lui rester à cacher. En somme, vous voilà prêt à lui accorder ce qu'il vous demande, c'est-à-dire votre confiance. Franchement, n'est-il pas naturel que la dernière volonté d'un tel bonhomme soit d'être vengé? Nous nous laissons égarer par une question de mots. Nous pensons il est invraisemblable qu'un maître chanteur écrive ses mémoires. Or, ces mémoires constitue simplement la dénonciation posthume d'un mort, qui ne pouvait la rendre publique de son vivant sans être jeté en prison. Et voilà tout. Mon cher juge, vous qui avez le don d'expliquer rationnellement les phénomènes irrationnels, je vous en signale l'un que vous ne semblez pas apercevoir. Lequel? Mais c'est cette crapule de victime qui mène l'enquête. Vindon nous prend tous les deux par le bras pour nous faire visiter son labyrinthe. En somme, nous suivons le guide. Et nous ne voyons que ce qu'il veut bien nous montrer. Vous faites la plus curieuse crise de jalousie professionnelle dont j'ai jamais été témoin. Contre la victime du chemin, feu Alexis Vindon. Voyons, avez-vous déjà relevé
Un seul mensonge, une seule inexactitude dans ce journal. Hélas, non. Jusqu'à maintenant, tout se confirme. Y compris l'essentiel. C'est-à-dire qu'on l'a bien assassiné. Alors quoi? Craignez-vous qu'il cherche à nous lancer sur une fausse piste? Ce serait plus chinois, ce serait... Je trouve pas de mots. Permettez-moi de croire encore que cette affaire n'est pas si simple qu'elle le paraît. Bon, je sais bien, j'ai déjà un coupable. Delforge, le secrétaire général de la ligne française, le journal qu'administrait Vindon. Vindon faisait chanter Delforge. Bon. Delforge est venu au journal un dimanche, celui où l'autre a été assassiné. Les heures concordent. On a retrouvé ses empreintes partout dans le bureau de la victime. En conséquence, Delforge est bouclé et il attend les assises. Mais je ne suis pas satisfait. Il y a autre chose. Et je devine que la clé est là, dans ce journal, admirablement cachée. Sinon, nous l'aurions déjà trouvé. Eh bien, ne laissons rien au hasard. Confrontons chacun de nos clients avec les souvenirs de Vindon. Nous verrons bien s'il en sort quelque chose. J'ai convoqué pour aujourd'hui le coupable, Pierre Delforge, et son défenseur, Maître Beuvry. Comment? Beuvry? C'est impossible. Si, malheureusement, il paraît que c'est Delforge qui l'a demandé à toute force. Enfin, j'appelle le greffier? Non, pas de greffier aujourd'hui. Voulez-vous? Si nous pouvions créer l'atmosphère d'une petite conversation intime... Comme vous voudrez. Mais rappelez-moi d'abord ce que vous savez de Delforge. Ah oui. Ma foi, Delforge est un type très bien. Autant vous habituer tout de suite à cette singularité d'ailleurs. La victime est un infect individu, l'assassin un bien brave garçon et les complices des gens parfaits. Delforge a 28 ans. Il est issu d'une famille d'universitaires, de médecins et d'officiers d'infanterie. C'est un excellent journaliste. À la suite d'un reportage qu'il publie au retour d'un voyage en Amérique, Charles Lorrain, directeur de la ligne française, le nomme secrétaire général du journal. Delforge s'est fiancé, voilà 6 mois, à une charmante jeune fille nommée Chantal Rivière, de famille irréprochable elle aussi. Et voilà ce que nous allons expédier à la guillotine. Pour obéir aux ordres d'un salopard nommé Vindon. C'est pénible, du chemin, je vous l'accorde. Mais la défense est un métier d'avocat, le nôtre a seulement d'y voir clair. Voulez-vous avoir l'amabilité de faire entrer l'accusé et son défenseur officiel? Messieurs, s'il vous plaît. Tom, comment allez-vous, cher ami? Très bien, merci. Veuillez vous asseoir, monsieur. Monsieur Delforge. Monsieur le juge? N'avez-vous rien changé à votre système de défense? Étant parfaitement innocent du crime dont on m'accuse, je ne vois pas pourquoi je chercherais autre chose, monsieur le juge. Cher ami, mon client, ici présent... Excusez-moi, nous sommes assez pressés. Allez. Le commissaire Duchemin va donc nous lire tout de suite un témoignage capital, celui de la victime, laquelle, comme vous le savez, avait eu l'idée de rédiger ses mémoires. Je vous demanderai ensuite de confirmer ou d'infirmer ce témoignage. Volontiers. Nous vous écoutons, Duchemin. Ce chapitre, le second du journal, s'intitule « Du chantage considéré comme un des beaux-arts ». En voici l'essentiel. Je lis. Le premier principe du chantage est qu'il faut s'attaquer exclusivement à des gens honnêtes. Ceci n'a rien de paradoxal, sinon en apparence, car à partir d'un certain âge, tout honnête homme a quelque chose à dissimuler, ou tout au moins à reprocher à l'un des siens, mère, fils, frère ou associé. On doit donc rechercher des gens absolument obligés de conserver une excellente réputation. Il est inutile et même dangereux de se frotter à une crapule avérée. Inutile parce qu'elle n'est pas vulnérable, n'ayant rien à perdre. Dangereux parce qu'elle peut vous oxyre, ce qui exclut également diverses autres catégories de clients, officiers en campagne, gardiens de la paix et de square, gardes-chasse, etc., etc., etc. Bref, tous gens susceptibles de vous loger une balle dans le crâne en invoquant la raison d'État. Combien de mes jeunes collègues, et parmi les mieux doués, sont morts dans la fleur de l'âge pour avoir négligé cette règle élémentaire? Je m'excuse de vous interrompre, commissaire, mais je ne vois vraiment pas le rapport avec notre affaire. Il vous apparaîtra rapidement, mais je vous lis ce préambule pour que vous compreniez bien que Vindon n'était pas n'importe qui. Je poursuis. Second principe. On ne fait bien chanter que ses propres amis.
ou à défaut des gens dans l'intimité desquels on est assez habilement entré pour qu'ils ne vous soupçonnent pas de leur vouloir du mal. Troisième principe auquel on devrait attacher mon nom, il ne faut ni pousser jusqu'au bout un chantage mal commencé, ni surtout se venger d'un chantage manqué. Le chanteur sadique, ou seulement rancunier, se perdra un jour ou l'autre, car s'il en est réduit à la vengeance, c'est que le chanté n'a pas voulu céder. Il s'agit donc d'un gaillard ou d'une gaillarde. J'en présenterai une d'un tempérament exceptionnel. Vous voyez à qui Vindon fait allusion, Delforge. Christiane d'Angoulême, je suppose. Exactement. Je termine le préambule. Revenons au concret. Me trouvant à Paris, après de nombreux voyages, et mes ressources étant médiocres, je dus assurer ma matérielle en réalisant sans plus tarder une première opération de détail, facile mais d'un faible rapport. Rien de plus qu'une petite situation stable, avec une mensualité et de larges loisirs nécessaires à la préparation des grosses affaires. Un jeune homme, Pierre Delforge. Ah, nous y voilà quand même. Oui, maître, oui, nous y voilà. Oui. Un jeune homme, Pierre Delforge, pouvait me procurer cette sinécure. Il le devait même, car il était épris pour le meilleur motif d'une jeune fille, Chantal Rivière, qui avait un frère. Grâce à certaines relations, j'en savais assez sur ce frère pour jeter à volonté un discrédit lamentable sur la famille entière. Pierre et Chantal, charmants jeunes gens dont je regrette d'avoir été contraint de troubler l'idylle en leurs vertes années. Je savais que c'était un salaud, mais ça dépasse vraiment tout ce que je pouvais imaginer. Ce n'est pas moi qui vous contredirai sur ce point, cher monsieur. Si j'ai bien compris, ceci est une confession de Vindon. Oui. Je n'ai dans ma longue existence jamais entendu criminel plus affreux s'accuser plus cyniquement. Comme dit le poète, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Oui, malheureusement, maître, ce n'est pas Vindon que nous devrons juger. Au début de cette affaire, j'ai cependant le devoir d'attirer votre attention sur une question qu'il faudra jusqu'au bout garder présente à l'esprit. Un Vindon mérite-t-il de vivre? C'était du moins son droit. Aussi longtemps qu'il n'avait pas été régulièrement condamné à mort par un tribunal. Nom d'un chien, maître, vous allez leur faire penser que vous me croyez vous-même coupable. Je n'ai pas dit ça, non. Bien entendu, nous ne l'avons pas tué. Jamais. Même en intention. Jamais. Vous persistez donc à vous prétendre innocent, Delforge? C'est absurde. Commissaire, si ce petit comité de lecture a pour objet de me souffler, avouez donc, vous ne risquez pas grand-chose pour le meurtre d'une telle fripouille. Je vous préviens que vous perdez votre temps. Je n'ai jamais vu de revolver de 11 mm, sinon dans les musées. Je vous confronte seulement avec la victime contradictoirement. Mais Vindon ne nous a guère parlé que de lui jusqu'ici. Ce portrait est-il exact? Parfaitement, à la seule différence que c'était un sadique, j'en suis sûr. En ce qui nous concerne, Chantal et moi, sa suprême jouissance aurait été de nous pousser au suicide. Oui, une manière d'assassin particulièrement sournoise, en somme. C'est ça. Oui, mais ce qui compte, c'est que nous ne sommes pas un assassin, nous, commissaire. Je crois devoir nous présenter par les actes de notre vie exemplaire. Né en 1932, nous avons... Oui, maître, nous savons, maître, nous savons tous. On ne le dirait pas. Vous nous entraînez dans une conversation oiseuse pour nous endormir. Enfin, vous ne comprenez donc pas que, monsieur le juge, on a plus qu'il n'en faut pour faire exécuter Delforge. Et que s'il lui consacre tout ce temps, c'est justement pour découvrir les circonstances atténuantes, s'il en existe. Oui, maître. Vous n'allez quand même pas croire que nous rigolerions si votre client se faisait raccourcir. Non, commissaire, je vous en prie. Excusez-moi. Mais on me prête des intentions si noires. Mon devoir était de mettre mon client en garde. Je l'ai rempli. Parfait, maître, parfait. Passons au chapitre suivant. Vindon entame à présent le récit de son action et il met en cause la famille Rivière. Je crois donc qu'il serait bon de lire ce chapitre en présence de mademoiselle Chantal Rivière, que j'ai d'ailleurs convoquée comme témoin. Paul Rivière, le frère de Chantal, ce magnifique garçon de 34 ans, aujourd'hui occupé à la prospection pétrolière en Amérique du Sud, cette belle figure d'homme d'action, mi-explorateur, mi-poète, ce grand frère auquel la petite Chantal vouait un culte quasi religieux. Comment concevoir que ce héros eût, 5 ans plus tôt, détourné 24 millions des caisses de l'entreprise qu'il gérait? Chantal Rivière, elle, ne savait rien.
J'avais théoriquement le moyen de faire éclater le scandale, même à retardement. Le fiancé de Chantal, Pierre Delforge, étant éperdument épris d'elle, ne pouvait rien me refuser, surtout pas la somme ridicule de 200 000 francs par mois comme spécialiste des questions d'Extrême-Orient pour le compte de la ligne française. Après quelques difficultés, il obtempéra. Delforge fut si maladroit que la petite rivière se douta de quelque chose et ils faillirent rompre leur union. Ce n'était tout de même pas à moi de leur donner des conseils. Étiez-vous vraiment au courant, mademoiselle? Paul est venu quelques mois en vacances l'an dernier, monsieur le juge. Il m'a tout avoué. Et bien entendu, vous lui avez parlé du chantage de Vindon. J'ignorais même qu'il y eut chantage, monsieur le juge. Vous venez de me l'apprendre. Voyons, mademoiselle, êtes-vous bien sûre que l'aveu ne vient pas de Pierre Delforge qui, désespéré de l'avoir laissé échapper, est ensuite allé tuer Vindon pour supprimer tout risque de scandale? C'est indigne, commissaire, je ne vous permets pas. Compte tenu de la violence de votre caractère, Delforge, si Vindon vous avait dit en tête-à-tête ce que nous avons lu à l'instant sur ce ton et avec cette insolence, je pense que vous l'auriez tué. Vous en restez aux suppositions, commissaire. Vous me permettrez de vous rappeler que c'est à l'accusation de faire la preuve. C'est très juste, maître. Mais abordons un tout autre aspect de votre situation, monsieur Delforge. Votre défenseur vous confirmera certainement que la prose de Vindon vous vaudrait à elle seule les circonstances atténuantes. Je n'ai jamais dit ça. Mais vous le pensez. Non. Ce qui est réglé, classé, jugé par n'importe quelle cour, c'est que Vindon est mort de vos mains, monsieur Delforge. Si vous niez ça, vous récoltez le maximum. Oh, mais c'est inouï, c'est incroyable. Enfin, dois-je comprendre que vous nous proposez... Je vous pose seulement une question. Une question dont vous ne devez la réponse qu'à votre client. Inutile, je n'ai pas tué cet homme. Parfait. À nous deux, Delforge. Vous seul avez pénétré dans la pièce où Vindon a été tué au moment où nous savons qu'il est mort. Je n'y suis pas entré. N'importe qui a pu s'y introduire, étant donné qu'il n'y avait personne pour vérifier les entrées et les sorties au journal, un dimanche après-midi. D'ailleurs, les locaux de la ligne française possèdent 2 issues. Il suffit de se procurer les clés, ce qui n'est pas sorcier, vous le savez mieux que moi. Et pourquoi se serait-on introduit dans ce bureau? Et pour assassiner Vindon, bien sûr. Mais pour quel mobile? Mais celui que vous m'attribuez, commissaire. Mettre fin à un chantage? Exactement. Bien. C'est donc l'intrus qui a fouillé le bureau de Vindon. Certainement. Merci. Vous venez de vous condamner, Delforge. L'identité judiciaire n'a relevé dans le bureau que les empreintes de Vindon et les vôtres. J'étais venu dans cette pièce la veille au soir pour voir s'il n'y traînait rien d'intéressant. C'est enfantin. Mais c'est pourtant la vérité pure. Nous disons, nous, qu'il s'est passé la chose suivante. Delforge vient au journal vers 16h ce dimanche-là pour jeter un coup d'œil sur les archives administratives du journal, où Vindon aurait pu dissimuler des papiers personnels. Dans le couloir du rez-de-chaussée, il se heurte à Vindon, qui sort subrepticement de son bureau. Le misérable a l'air suspect de celui qui vient de faire un mauvais coup. Si louche que Delforge l'interpelle. Qu'est-ce que vous êtes encore en train de manigancer, petit salaud? Car tel était devenu le ton de leur rapport, ce que Vindon n'écrit pas. Si. Hein? Si, il l'écrit un peu plus loin. Ah, bon. Pour la première fois, au lieu d'essuyer l'injure en souriant et en s'esquivant, Vindon se rebelle, ou tout au moins riposte. Il insulte Delforge. La rage longtemps contenue de mon client éclate alors. Il poursuit Vindon, le rattrape au pied de l'escalier et le frappe. Disons plutôt, le corrige. Vindon tombe dans la cage du monte-charge desservant les magasins du sous-sol, bascule sur de gros rouleaux de papier d'imprimerie, mais réussit quand même à fermer avec ses pieds la porte à claire-voie au nez de Delforge, qui s'est arrêté. Vindon se relève péniblement, cherche à tâtons les boutons de commande du monte-charge, appuie au hasard et s'expédie au sous-sol. Voilà, c'est tout ce que nous savons. Oui. Eh bien, malheureusement pour vous, ça ne tient pas debout. Et pourquoi, monsieur le juge? Vindon s'apprêtait bien à sortir quand vous l'avez rencontré. En effet. Vous avouerez que votre petite démonstration lui donnait une raison de plus de quitter un terrain si brûlant. Et alors? Alors il serait ensuite rentré dans son bureau pour s'y faire tuer par n'importe qui, sauf vous. Mais c'est évident. Maître, est-ce que vous croyez en votre âme et conscience que si votre client maintient ces absurdes déclarations,
Il ne va pas écoper du maximum. C'est en tout cas la seule version que je signerai jamais, monsieur le juge. Bien, Voilà. bien, je vous remercie. Ce sera tout pour aujourd'hui. Charles Lorrain, président-directeur général de la ligne française, est un admirable polémiste, c'est-à-dire un mélange curieux et explosif d'intelligence et de naïveté. Il n'a absolument aucun sens de ses intérêts, il est aussi ignorant qu'un enfant en matière financière. C'est pourquoi je le trouvais un jour en train de négocier le renflouement de son canard avec un groupe d'affairistes qui exigeait un droit de regard sur la rédaction. Il était désespéré. Mais il allait pourtant signer contraint et forcé, car il était au bord de la faillite. Je l'empêchai de faire cette bêtise en lui trouvant sur le champ les 200 millions qui lui manquaient. C'est vrai, monsieur Lorrain? Mais, commandant, il l'a fait, le salaud. C'est la stricte vérité, commissaire. Continuez, je suis très intéressé. C'est ainsi qu'un mois plus tard, je devins administrateur de la ligne française avec d'assez jolis appointements, cependant négligeables par rapport à ma commission sur l'affaire. Car ce que notre bon Lorrain ne sut pas tout de suite, c'est que mes 200 millions lui étaient prêtés par un horrible trafiquant de mes amis, lequel les avait gagnés de façon tout à fait illicite, et avait un besoin urgent de les dissimuler en les réinvestissant dans une entreprise parfaitement honorable. Notons en passant, pour les amateurs d'art, que je m'étais constitué en réserve une jolie petite opération de chantage. Ce fut la belle vie, cette période calme et heureuse dura jusqu'au jour néfaste où le pauvre Lorrain découvrit prématurément l'origine de notre argent. Ce fut terrible. À ma grande surprise, Lorrain agit avec sang-froid et habileté. Qu'il veuille ma peau, c'est certain. Mais il est conseillé par une personne infiniment plus redoutable que lui, mon ennemi numéro 1. Je la connais. Elle se nomme Christiane d'Angoult. Bon, un chien. Vous me direz que mon humiliation personnelle est bien accessoire, mais cet individu m'inflige une sacrée leçon de modestie. Il exagère, il déforme, il arrange. Oh, non, tout est vrai, strictement. Y compris que j'aurais fort bien pu le tuer. Un coup de poing, bien entendu. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? C'est un reproche, commissaire. Étant de service, je ne peux vraiment pas vous le reprocher. Bien. Une dernière question, monsieur Lorrain. Est-ce vous qui avez conseillé à Delforge de prendre maître Beuvry comme avocat? Parfaitement, monsieur le juge. Je vous signale à tout hasard que maître Beuvry est homme à laisser condamner un vieillard économiquement faible, coupable d'avoir resquillé une place dans un autobus. Non. Mon devoir était de vous prévenir. Permettez-moi de ne pas partager votre opinion. Maître Beuvry est un homme remarquable. Ce sera donc tout pour ce matin, monsieur Lorrain. Je vous remercie. Je m'excuse d'avance si je dois vous déranger encore, ce qui est probable. Mais, à votre disposition, monsieur le juge. Eh bien, je m'en vais. Commissaire. Monsieur. Il y a vraiment quelque chose de louche entre Lorrain, mademoiselle d'Angoult et Delforge. Et peut-être aussi ce monsieur Daïdo et son épouse, dont notre victime parle à la fin de son journal. Vindon avait raison, Duchemin. Il y a sûrement eu conspiration contre lui. Aucun doute là-dessus. Mais pour établir la part de responsabilité qui revient à chacun, c'est une autre affaire. Attaquons mademoiselle d'Angoult, si vous le voulez bien. Pour ne pas changer, je suppose que c'est quelqu'un de très bien, n'est-ce pas? Trop bien pour Vindon même. Mais il l'a compris trop tard. Je m'étais assuré la matérielle et quelques loisirs. J'avais une bonne carte de visite. Alexis Vindon, administrateur gérant de la ligne française. Elle me donnait le minimum de standing indispensable pour aborder les gens importants. Je pouvais entreprendre les grosses affaires. La plus facile me parut être celle de Guy de Varangeville, pour une raison théoriquement excellente. Je n'aurais à m'attaquer qu'à une femme, et à une femme seule. Et voilà bien ce qui me perdit. J'avais rencontré le vicomte de Varangeville à Singapour autrefois. Il y dirigeait le comptoir de la Soma Cossemer, l'énorme consortium de la famille d'Angoult. C'était un superbe gentilhomme entre deux âges, aristocrate jusque dans ses vices, l'opium et le jeu. Convenablement manœuvré par un aventurier qui s'employa durant toute une année à le ruiner au poker, Varangeville en avait été réduit à prêter ses bateaux à cet homme pour payer ses dettes. Ce garçon,
que je connais fort bien, les utilisa pour transporter des armes, et l'affaire tourna mal. Je possédais là-dessus des documents excellents. C'est donc en toute confiance que je me présentai un beau jour à la porte du château de Mademoiselle d'Angoult, à Yville, en Normandie. Mais dès que je vis cette femme, je compris qu'il y avait mal donne, que j'allais m'engager dans l'inconnu, et peut-être à faux. Oui, j'aurais dû faire demi-tour devant cet adversaire capable de m'ôter mon sang-froid. J'exposai l'affaire sans conviction. Elle refusa net et fit mine de sortir. J'eus alors l'impression qu'elle était le seul être au monde capable de pousser la difficile parade jusqu'au bout, de jouer le tout pour le tout. En fait, je bluffais. Je l'aurais retenu à la porte. J'étais très inquiète. S'il avait eu du caractère, il m'aurait menacé et j'aurais sans doute plié, mais quand je l'ai vu s'incruster, j'ai compris qu'il avait peur. Je tenais le bon bout. Félicitations, mademoiselle. Je reprends. Je restai donc et réclamai 12 millions. Vindon, me dit-elle alors, je voulais seulement inventorier vos archives. Il n'a jamais été question que vous receviez un sou de moi. Si vous divulguez un seul de ces papiers, je vous ferai exécuter. Pour commencer, prenez toujours ce cadeau, et elle m'allongea un formidable coup de cravache sur le crâne. Je m'enfuis, et vite, car elle avait lancé ses chiens à mes trousses. J'avais la certitude que cette femme était parfaitement capable de m'assassiner de sang-froid. Oh oui. Ainsi, tout est vrai. Tout, commissaire? Le dessein de Vindon est évident. Craignant d'être assassiné, il désignait ses ennemis par testament. Vous y tenez une place de choix, mademoiselle. Je l'ai bien compris. Mais entendons-nous. J'ai menacé Vindon de le faire exécuter, j'en étais capable. Seulement, je ne l'ai pas fait. Mademoiselle, nous n'enregistrerons pourtant pas cette déclaration aujourd'hui. Vous le pourriez, monsieur le juge, sans me contrarier le moins du monde. Et toujours aucune trace, ni de l'argent, ni des archives de Vindon, ça commence à m'inquiéter. Il avait pompé son compte et visité son coffre l'avant-veille de sa mort. À mon avis, il a dû faire transférer clandestinement l'argent et les papiers vers l'endroit inconnu où il s'apprêtait à se réfugier. Mais cette famille d'Aïdo, à présent, parlez-moi d'elle, je vous prie. Oui, le mari est un diplomate coréen actuellement en mission à Paris, la femme est d'origine russe. Vindon les avait connus à Séoul et retrouvés à Paris. Récemment, il avait décidé de faire chanter Daïdo, qui avait fait passer en France par son entremise bien sûr des capitaux importants, sans autorisation. L'avant-veille de l'assassinat de Vindon, Daïdo, à bout de souffle, rentre en Corée pour donner sa démission et faire amende honorable. Sa femme restait quelque temps à Paris pour liquider la situation. Êtes-vous sûr qu'il soit parti? Oui, il s'est embarqué à Anvers. Le contrôleur du train qui l'a mené là-bas se souvient parfaitement de lui. Quant au bateau parti d'Anvers à cette date en direction de l'Orient, il y en a plusieurs, dont un Panaméen, un Tangérois et un Libérien, c'est-à-dire que n'importe qui a pu quitter l'Europe ces jours-là. Et Daïdo laisse sa femme seule à Paris? Le ménage d'Aïdo ne marche pas très bien. Il ne tient que par principe. Lui est un homme de grande valeur. Quant à elle, c'est une femme intelligente mais insensible. Trop bien habillée, trop bien coiffée. C'est une femme professionnellement élégante. Une femme un peu à côté, en somme. Je vois. Le mari lui a écrit? Non, mais c'est naturel. Il est encore en mer, je suppose. Ce n'est pas que j'ai besoin de me forger des motifs de rancune contre Daïdo pour arriver à en exiger de lui un très gros service, non. J'ai vraiment un sérieux grief contre lui, sa femme. Vera m'a toujours snobé, ce dont j'ai une horreur maladive. À Paris, elle me voyait, parce qu'il faut bien voir quelqu'un de temps en temps, mais elle me méprise profondément. Et moi, je crois bien que je la hais. Daïdo, lui, est un héros. Quand je l'attaquai, il sourit si largement que je crus un instant qu'il allait se suicider sous mes yeux. Or, j'étais pressé, et tout concourait à m'énerver. Les policiers privés, lancés à mes trousses par l'association d'Angoult-Lorrain-Delforge, ne prenaient même plus la peine de se cacher. Ils me suivaient ostensiblement, me regardaient sous le nez, me narguaient. Je flairais l'approche d'une catastrophe. Enfin, je revis Daïdo le 16 octobre. C'est-à-dire, madame, le jour même du départ de M. Daïdo pour Anvers? Oui.
Mais mon mari ne m'avait jamais dit un mot de cette histoire. Lors de cette séance, Daido discuta du troc final de mes documents contre la somme correspondante avec tant de minutie, d'âpreté et d'exigences pratiques que je fus rassuré. J'aurai l'argent dans 4 ou 5 jours, me dit-il, je vais régler demain à Anvers le dernier transfert, tout va bien. Mais aujourd'hui, samedi 17 octobre à 22 heures, Daido n'est toujours pas rentré d'Anvers. Je ne crois pas à un simple retard, je crains qu'il ne revienne jamais. Quant à la seconde grosse entreprise que je menais de front avec la sienne, elle en est arrivée à un point de crise suraigu. J'espère néanmoins en tirer quelque chose d'important, sinon je serai déjà loin d'ici, car je sens venir l'accident comme une hirondelle l'hiver. Cet être-là était donc encore un peu plus immonde que je ne le pensais. Ça dépasse même tout ce qu'on peut imaginer. Eh oui, madame. Mais, à votre avis, est-ce qu'il exagère? Est-ce qu'il ment? Ma foi, ce serait plutôt dans la manière de présenter les gens que dans les faits eux-mêmes. Car les faits sont exacts. Oui. En gros, oui. Madame, la mort de Vindon met votre mari à l'abri du chantage. Je pense donc que vous le lui avez fait savoir et qu'il va aussitôt rejoindre son poste à Paris. Le mal est fait, monsieur. Mon mari a envoyé sa lettre de démission à son gouvernement. Bien entendu, il a tout avoué. Il ne reviendra donc pas. Ah? C'est bien regrettable. Surtout pour lui et pour moi. Je croyais vous l'avoir déjà fait observer. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à mon mari, s'il est sincère. Mais si vous regrettez seulement l'absence d'un coupable qui arriverait à point, vous m'obligez à vous dire que c'est absurde. Il devrait vous sauter aux yeux, surtout après cette lecture, que mon mari nous avait sauvés de la ruine matérielle et qu'il n'avait donc plus aucun besoin de tuer Vindon. Madame, nous n'avons jamais soupçonné M. Daido d'avoir tué Vindon. Nous interrogeons simplement les personnes qui ont bien connu la victime. Et le témoignage de votre mari aurait sans doute éclairé quelques points obscurs. Très bien. Je ne pense pas rejoindre mon mari avant 1 mois ou 6 semaines. Devrais-je revenir chez vous? Non, madame. Je n'ai pas besoin de vous dire que nous ne donnerons aucune publicité aux mémoires de Vindon. Oh, c'est vraiment trop aimable à vous. J'attends 40 millions de Daido et au moins 20 millions de Lorrain, auquel j'ai révélé brusquement mon intention de couler son journal en faisant publier moi-même dans une feuille rivale l'origine de ses capitaux. Mademoiselle Dangout lui a offert spontanément, la diablesse, de racheter la part des 200 millions douteux de mon ami le trafiquant, plus les frais. Surtout les miens, cela va de soi. Voilà où nous en sommes ce dimanche 18 octobre. Excusez-moi du chemin. Oui. Mademoiselle, messieurs, je vous demande, à partir de maintenant, de faire un léger effort d'imagination pour voir la victime penchée sur sa table de travail, son assassin pénétrant dans l'immeuble, rôdant par les couloirs, tout près, tâtant son revolver dans sa poche. Nous allons essayer, en somme, de vivre la mort de Vindon. Aujourd'hui dimanche, profitant du calme de ce quartier et du vide des bureaux de la ligne française où paradoxalement je me sens moins vulnérable que partout ailleurs, j'y suis venu terminer en hâte mes mémoires, mon testament. Je suis calme. Certes, la chorale de Mademoiselle Dangout déchaînée hurle à ma mort, mais ils ne peuvent pas me tuer tout de suite, c'est certain. Puisque Lorrain ne peut conclure que par mon entremise l'arrangement qui sauvera son journal, il exigera qu'on me laisse vivre jusqu'à la signature de l'accord. Je tiens donc le bon bout. En mettant les choses au pire, j'ai un répit d'1 semaine. Il suffit que je ne me laisse pas aller à douter de moi. Mais non, j'ai confiance. Car ayant commencé d'écrire ce chapitre dans l'angoisse et le désarroi, je le termine à peu près certain que je suis en train de gagner cette course de vitesse entre la fortune et la mort. Ce sont les derniers mots écrits par la victime. Eh bien, au bout du compte, Vindon se trompait. Il a eu tout juste le temps de cacher ses feuillets dans un dossier, d'ouvrir la porte sans méfiance à son meurtrier, et de s'asseoir côte à côte avec le visiteur, qu'il a tué de 3 balles à bout portant. Ce mort vous accuse. Vous avez la parole.
Mademoiselle Dangout? Nous n'avons jamais eu l'intention de tuer Vindon, monsieur le juge. Un assassinat coûte trop cher. Nous sommes des gens raisonnables. Ceci posé, je reconnais que j'ai recherché Vindon à Paris pour l'empêcher de nuire. Voilà pourquoi je suis entré en relation avec Charles Lorrain. C'est tout. Monsieur Lorrain? Je me doutais bien que Vindon était un aventurier, monsieur le juge, mais j'avais la sottise de croire qu'avec moi, il marcherait droit. Le récit que me fit mademoiselle Dangout de son entrevue avec lui à Yville m'ouvrit les yeux. Une rapide enquête m'a pris la suite, c'est-à-dire l'origine des 200 millions. Mais comment monsieur Delforge est-il entré dans ce club? C'était lui qui avait introduit Vindon à la ligne française. Je lui ai donc demandé de me dire tout ce qu'il savait sur cet individu. Il m'a confié que l'animal le faisait chanter. Et je l'ai présenté à mademoiselle Dangout. Monsieur Delforge? J'ai tout raconté à mademoiselle Dangout et je m'en suis tenu là. Non, comprenez-moi bien. Je préférerais 1000 fois instruire le procès de Vindon. Mais malheureusement, il est déjà fait, et déjà exécuté. Je vous prie de croire tous que je n'éprouve aucune satisfaction personnelle à présent. Bien sûr. Mademoiselle Dangout, est-il exact que vous ne soyez pas entré en rapport avec les Daïdo? Oui, monsieur le juge. Exact que vous ayez formé une sorte d'alliance avec monsieur Lorrain et monsieur Delforge contre Vindon? Oui, pour lui faire peur et le réduire à l'impuissance de cette façon. Vous étiez-vous promis de ne jamais employer la force? Ma foi, pour ma part, je n'aurais certainement pas reculé devant quelques légers sévices. Je retiens donc que vos amis et vous ne renonciez pas à la manière forte, qui peut toujours provoquer un accident. Est-ce bien ce qui s'est passé le 18 octobre? Que voulez-vous exactement savoir, monsieur le juge? Si j'ai mis un revolver dans les mains d'un tueur? Non. Si j'ai insinué dans l'esprit d'un ami influençable l'idée de supprimer Vindon? Encore non. Si j'ai sournoisement provoqué une rencontre qui pouvait se terminer par un petit massacre? Toujours non. Merci, mademoiselle. Merci. Donc vous niez toute part de responsabilité dans l'acte de Delforge? Ne rusons pas, monsieur le juge. Je nie toute part de responsabilité dans la mort de Vindon. Soit. Mais vous vous sentez solidaire de Delforge dans l'affaire Vindon? Totalement. Et vous aussi, monsieur Lorrain? Bien entendu. Alors pourquoi diable laissez-vous Delforge tout seul? On dirait que vous le faites exprès. Écoutez bien. Je ne sais pas à quelle peine il sera condamné. Mais je vous affirme qu'il sera convaincu d'avoir tué Vindon. Faites un effort pour lui épargner le pire. Je vous en supplie. Mais monsieur le juge, nous faisons tout ce que nous pouvons. Vous nous interrogez et nous répondons. Clairement et franchement. Non. Non? Non. Alors prouvez-le. C'est bien. Aucun d'entre vous n'a rien à ajouter? Monsieur Delforge? Rien, monsieur le juge. Monsieur Lorrain? Rien. Mademoiselle Dangout? Rien du tout. Désolé. Parfait. Dans ces conditions, il ne me reste plus qu'à transmettre le dossier de monsieur Delforge au procureur général. Je suis, croyez-le bien, navré pour vous, mais aussi découragé, profondément mortifié. Alors, mon cher juge, vous ne sortirez donc jamais de ce bureau? Pas même pour aller entendre le verdict? Ce procès me dégoûte, Duchemin. Je souhaite sincèrement que Delforge ramasse le minimum. Si j'ai une fois été partial au cours de ma carrière, c'est bien pour cet animal qui refuse qu'on vienne à son secours. Son système de défense est ridicule. Grotesque. Et maître Beuvry est en train de lui porter le coup de grâce. Il n'aura pas de mal. Son parti pris de tout nier en bloc annule les arguments d'ordre moral qu'on pouvait invoquer à son avantage. Excusez-moi. Allô? Allô? Je vous entends mal. Vous m'appelez d'où? d'Yville? Le pays de mademoiselle Dangout, en Normandie. Diable. Qu'est-ce que vous dites? Quoi? Mais c'est une plaisanterie, commissaire. Vindon est... Sans blague. Non, peu importe. Secret absolu, hein. J'arrive. Duchemin. Duchemin, trouvez-moi quelque chose à boire.
N'importe quoi, mais que ce soit raide. Allons, mais qu'est-ce qui vous arrive? Mademoiselle Dangout avait demandé l'autorisation de quitter Paris avant la fin du procès. Parfaitement. Oui, elle avait un rendez-vous avec l'architecte municipal d'Yville pour visiter les souterrains de son château. Oui, il y a des réparations à faire, et comme c'est un édifice classé... Eh bien, le commissaire Parent d'Yville, en Normandie, m'annonce qu'on a découvert un cadavre dans ces souterrains. Mademoiselle Dangout, qui a fait la trouvaille en compagnie de son architecte, a formellement reconnu dans ses restes ceux du nommé Alexis Vindon, qu'elle a identifié grâce à un appareil de prothèse dentaire très particulier. Comment? Elle a même fait venir de Paris à ses frais le dentiste de Vindon, qui confirme. Alors, du chemin. Un enterrement de 3e classe, l'heureux. Pour Vindon et pour nos 2 carrières. Oui. À présent, je comprends à peu près tout. Ah, vous comprenez? Mais l'autre, le premier, qui était-ce? Comment, mais vous ne voyez pas? Vous savez qui était l'homme assassiné par Delforge? Malheureusement pour notre dignité, mon pauvre ami, Delforge est à présent tout à fait hors de cause. Le journal du maître chanteur était un piège. Et je flairais le piège sans parvenir à le distinguer. Mais Vindon disait la vérité, oui, toute la vérité. Dans l'unique dessein de nous tromper sur la nature exacte de ce qu'il ne désirait pas nous dire. Mais quoi? Il nous cachait quelque chose? Il nous cachait qu'il n'était pas mort, l'heureux, tout simplement. Du moins que ce n'était pas lui que nous avions trouvé mort dans son bureau de la ligne française. Pas lui? Mais qui donc alors? Monsieur Daïdo, bien entendu. Article 360 du Code d'instruction criminelle. Toute personne acquittée légalement ne pourra plus être accusée en raison du même fait. Ainsi, monsieur Delforge, puisque vous avez été acquitté du meurtre de Vindon, vous pouvez nous dire à présent en toute quiétude comment vous l'avez tué. Il n'y a aucun micro dans ce cabinet, je vous le garantis. Ne voyez dans cet ultime interrogatoire que l'expression de la légitime curiosité qui nous tenaille, le commissaire du chemin et moi-même. Vraiment, vous êtes bien indiscret, monsieur le juge. Vous avez déjà trop fait souffrir ce pauvre Pierre. Votre insistance est criminelle. C'est vous qui osez dire une chose pareille, mademoiselle Dangout, mais quel scandale! Quand je pense qu'une cour d'assises sérieuse a accepté comme pain béni vos déclarations au sujet de la découverte du cadavre de Vindon, mais... Vous êtes vindicatif, commissaire. N'en parlons plus, monsieur Lorrain. Dites-nous simplement si vous savez la vérité sur la mort de monsieur Daïdo, à laquelle vous n'êtes absolument pas mêlés, ni les uns ni les autres. Ah, je préfère ce ton, commissaire. Il se trouve en effet que nous connaissons cette vérité. Mais je voudrais qu'on apprécie officiellement notre bonne volonté et qu'on nous promette... Rien du tout. Je n'accepte aucun marchandage avec des malfaiteurs aussi compromis que vous. Je ne promets rien. Je vous écoute. Voici donc la vérité. Madame Daïdo était la maîtresse de Vindon. Et la grosse affaire que Vindon voulait traiter à Paris avec le secours de cette femme, c'était de s'approprier la fortune de Daïdo que lui-même avait aidé sa future victime à transférer en France. Peut-on prouver que c'est Vindon qui a tué Daïdo? Oui, on a retrouvé dans la poche de Vindon le fameux revolver de 11 mm, monsieur le juge. Je voudrais être certain que ce n'est pas un tiers qui a fourré ce revolver dans la poche de Vindon. Parole? Parole. Autre élément de notre enquête. Vindon faisait rechercher dans la concession internationale de Hong Kong une très grande propriété disponible à partir du 1er décembre. Sur quel argent comptait-il donc pour la payer? Mais évidemment sur celui de Daïdo. Voilà le mobile du crime. Précipité par vos menées contre Vindon? Ah, absolument pas. Vindon était convaincu que nous n'allions pas le tuer. Tout ce qu'il craignait, c'était que nous lui rendions la vie impossible, ou même que nous le fassions jeter en prison. Voilà pourquoi il préférait quitter la France. C'est alors qu'il eut une idée magnifique, et qui met d'ailleurs une remarquable unité dans la carrière de ce roi du chantage. Il fit chanter sa maîtresse, elle-même. Si ton mari reste en vie, tu me perds, et tu te perds toi-même. Et c'est alors également que Vindon conçut le plan purement génial dans sa simplicité de faire d'un cadavre 2 coups. Tuer Daïdo, mais faire passer la dépouille de ce dernier pour la sienne. Afin que lui, Vindon, porté mort, jouisse de son vivant de la paix, de l'oubli et de l'impunité que madame Daïdo réclamait pour son mari. Vous avez tout deviné, commissaire. C'est madame Daïdo qui a reconnu le corps la première, et c'est elle qui a assuré la première fausse identification, qui entraîne toutes les autres.
Condition absolue de la réussite du plan de Vindon. Quant à Vindon, lui, ayant monté de toutes pièces dans son journal de chantage contre Daïdo et raconté en détail pourquoi et comment Daïdo s'était enfui, il prend un train pour Anvers, il a soin de se faire remarquer par le contrôleur, et nous croyons dur comme fer que Daïdo est parti et que sa femme dit la vérité. Mon cher juge, il ne vous reste plus qu'à inculper Madame Daïdo de complicité dans l'assassinat de son mari. J'y compte bien, mon vieux, rassurez-vous. Nous avons quand même une petite revanche à prendre. Monsieur Delforge, voulez-vous me raconter ce qui s'est passé le dimanche 18 octobre, s'il vous plaît? Volontiers, monsieur le juge. Averti par un de nos policiers privés que Vindon se rend à la ligne française, j'y vais à mon tour. Vindon, lorsque je me présente au bout du couloir, est en train de fermer la porte de son bureau. Il paraît atterré de me voir et tremble comme une feuille. C'est la première fois que je le trouve dans cet état. Je m'approche de lui sans penser à mal, et il s'enfuit tout à coup pour m'empêcher coûte que coûte d'entrer dans son bureau. Je l'ai compris plus tard. Il m'insulte de loin, je lui cours après et il saute dans la cage du monte-charge. J'ai le temps de lui placer un coup de poing avant qu'il ne bascule derrière d'énormes rouleaux de papier d'imprimerie. J'enjambe les rouleaux et je le trouve raide mort. Non. Il avait toujours eu le cœur faible. Dans son métier, ça ne pardonne pas. Il venait de passer 1 heure à tuer Daïdo, à changer de vêtements avec lui, etc., etc., etc. Cette course-poursuite avec Delforge tombait à un mauvais moment. Mais bon sang, monsieur Delforge, il vous suffisait d'appeler la police et de dire la vérité. J'ai voulu d'abord me concerter avec mes amis. Mais entre-temps, Madame Daïdo exécutait le plan arrêté entre elle et Vindon. Elle téléphonait à la police en prétendant avoir entendu des coups de feu dans les bureaux du journal. Et lorsque nous sommes revenus dans la soirée, nous vous avons trouvé, monsieur le commissaire, aux prises avec un cadavre, pour nous, inexplicable. Et pendant tout ce temps, le corps de Vindon était resté dans le monte-charge? Mais bien entendu. Et notez que j'avais quand même eu la présence d'esprit d'envoyer le monte-charge au sous-sol. Ce n'est que beaucoup plus tard que monsieur Lorrain a eu l'idée que le mort du bureau de Vindon n'était peut-être pas Vindon lui-même. Nous sommes donc retournés au journal. Vous aviez vidé les lieux en vous contentant de mettre les scellés sur le bureau. Et nous avons effectivement retrouvé le vrai Vindon, toujours dans son monte-charge. Mais Pierre était déjà arrêté et inculpé d'assassinat. Vous offrir un cadavre de plus, c'était le lui mettre sur le dos sans coup férir. Et dans ces conditions, Pierre s'en tirait très difficilement. C'est alors que j'ai eu l'idée de garder Vindon en réserve. Il fallait laisser jouer le procès. Avec Maître Beuvry comme défenseur, Pierre avait l'air de courir au désastre. C'était ce que je cherchais. En ressortant au bon moment le corps de l'autre, les faits seraient foudroyants. Et Pierre obtiendrait l'acquittement immédiat. Voilà tout ce que nous demandions. Considérez maintenant qu'après avoir déménagé Vindon, il fallait que nous allions jusqu'au bout de cette manœuvre acrobatique. C'est ici que nous vous devons des excuses, à tous les deux. De toute façon, aucun d'entre nous ne peut être inculpé de complicité dans un assassinat qui n'a pas eu lieu. On ne pourra même pas prouver que c'est une pichenette de Delforge qui a tué Vindon. Quant à l'accusation de faux témoignage, elle ne tient pas. Aucun de nous n'a jamais prétendu que Pierre n'avait pas tué le vrai Vindon, mais seulement la victime, c'est-à-dire monsieur Daïdo. Eh bien, franchement parler, c'est la plaidoirie la plus efficace que j'ai entendue depuis longtemps. Je ne vous inculperai pas d'entrave à la justice. Je risquerais un peu trop de faire dire que la police et la justice réunies n'ont pas eu besoin de vous pour s'entraver elles-mêmes. Qu'en pensez-vous du chemin? Je suis entièrement de votre avis. Il vaut mieux renoncer à inculper ces gens-là de quoi que ce soit, si nous voulons dormir tranquille. Quant au journal du maître chanteur, je vous prie désormais de m'en épargner le souvenir. Si vous m'en croyez même, vous allumerez votre feu avec dès ce soir, de peur qu'il ne s'y cache quelque nouvelle diablerie.